Bonjour à tous. On attend 5 minutes que la majeure partie des inscrits soient connectés et on va lancer notre webinaire. Alors, on attend encore un petit peu. On a environ 25 personnes inscrites. Vous êtes une grosse dizaine connectées pour le moment. Donc, on va attendre 5 minutes d'avoir un peu plus d'inscrits connectés.
Allez, il est 10h36, on a encore des personnes qui se connectent. Je vais commencer en me présentant. Je suis Sébastien Lafont, donc le directeur de l'Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant. Pour ceux qui ne connaissent pas la structure, c'est l'Office de tourisme de la Carle qui regroupe les 4 communes et les 4 bureaux d'information de Gauzé, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Donc bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire. Nous avons décidé d'organiser ce webinaire parce que nous avons eu plusieurs sollicitations dans nos 4 bureaux d'information de prestataires qui se retrouvaient parfois en difficulté ou qui nous interrogeaient sur les modalités, leurs droits et leurs devoirs dans le cadre des annulations de réservation qui avaient été provoquées par l'instauration des motifs impérieux depuis le 2 février. Donc, nous avons fait le choix de proposer un webinaire afin de faire profiter le plus largement nos prestataires, et on a ouvert également aux prestataires de toute la Guadeloupe, les informations que va nous communiquer Maître Rezlan, qui est connecté, que vous devez voir à l'écran, du cabinet Alchemist Avocat, avec qui nous travaillons toute l'année, qui est un cabinet spécialisé en tourisme. Pour les personnes qui se sont inscrites, vous avez eu accès à un lien qui vous a permis de poser préalablement vos questions via un outil Google pour que Maître Rezlan puisse cibler au mieux son intervention par rapport à vos préoccupations. Je vais juste très rapidement dans un certain nombre de questions qui portaient sur les aides, la reconduction des aides ou les attentes ou autres. Je vais vous apporter deux précisions sur les questions relatives au délai de réponse de l'URSSAF et des différents services de l'État. A priori, il y a du retard dans les traitements et sur certains refus qui ont pu être signifiés, ou en tout cas qui n'ont pas été, mais sachez-le, si vous n'étiez pas à jour de vos cotisations sociales et de vos impôts en 2019, et si vous n'avez pas déposé votre liasse fiscale 2019, les demandes font l'objet d'un refus systématique. C'est un principe de base au niveau des services. Ensuite, je vous partage, pour toutes les questions relatives aux aides, je vous partage les coordonnées du guichet unique qui a été mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, guichet unique auprès duquel vous trouverez toutes les réponses quant au dispositif en place. Voilà, je vous les mets à l'écran. Donc, vous avez l'adresse mail et le numéro de téléphone. Et je vais vous coller dans les discussions le lien vers le site de la CCIG où vous allez trouver un certain nombre de réponses. Voilà, je vous laisse prendre note et je colle en même temps dans la discussion le lien. Pardon. Un lien court vers le site internet de la CCIG où vous trouverez, auprès de qui vous trouvez plus de précisions, je répète, quant aux aides, aux différents types d'aides et aux modalités d'attribution. Voilà, cette introduction étant faite, et avant de vous présenter Maître Rezlan et de lui céder la parole, simplement un petit point sur l'organisation de ce webinaire. Vos micros sont coupés. La présentation se fait à partir des textes en général et des questions qui ont été posées via le Google Form. Vous avez toutefois la possibilité de poser des questions complémentaires en cliquant sur l'onglet « Discussion » en bas de page. Priscilla, une collaboratrice qui est connectée, va synthétiser vos questions et les portera à la connaissance de Maître Rezlan à l'issue de la présentation pour qu'on ait quelque chose d'assez efficace et d'assez complet. On est parti pour 1h15 à peu près de webinaire entre la présentation et le fait de traiter les questions. Et sachez qu'à l'issue de ce webinaire, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. On vous partagera par mail ou en fin de webinaire les différents liens pour y accéder. Voilà. Donc, Maître Rezlan, je vous cède la parole. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, j'ai donné l'objet un petit peu de ce webinaire.
Donc, je vous laisse nous éclairer sur les dispositions qui s'appliquent suite un petit peu à la mauvaise surprise et aux annulations que ça a engendré depuis le 2 février. Préciser un petit peu les circonstances quant aux devoirs des prestataires, aux droits des prestataires, aux devoirs des clients et aux droits des clients dans le cadre des différentes annulations qui sont intervenues. Voilà, à vous. Merci Monsieur Lafont pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Chloé Rezlan, avocate au barreau de Paris au sein du cabinet Alchimiste Avocat, spécialisée en droit du tourisme et particulièrement tout ce qui touche à la commercialisation, donc à la fois par les prestataires, par les agents de voyage, les offices. On va essayer ensemble aujourd'hui, je vais essayer de vous éclairer du mieux que possible sur un petit peu toutes ces nouvelles dispositions, les nouveaux décrets. C'est vrai qu'on navigue beaucoup à vue en ce moment. Il y a des nouvelles dispositions qui sont prises très régulièrement. C'est assez difficile de s'y retrouver, même pour nous professionnels du droit, donc a fortiori pour ceux qui ne sont pas juristes. Donc, on va essayer de vous éclairer aujourd'hui sur comment gérer vos annulations, quels sont vos droits, vos devoirs, ceux des clients. Je vais vous partager un support tout de suite, comme ça. Hop. Non. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon. Vous voyez bien le support, hein? Tout à fait. PowerPoint? Parfait. Bon, bah alors c'est parti. Le contexte, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce ou plutôt à cause de décisions préfectorales et d'un décret qui a été pris le 30 janvier 2021 qui, comme le disait Monsieur Lafont, a instauré les motifs impérieux pour pouvoir se rendre en Guadeloupe, donc sur votre territoire, notamment en provenance de l'Hexagone, mais pas que. Donc, on a ce décret qui nous dit que sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel, familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes au départ ou à destination des collectivités, notamment donc la Guadeloupe. Ce décret, il est pris pour une durée indéterminée, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, évidemment. Donc on peut encore moins s'organiser et on s'amuse souvent à faire et à défaire. Et c'est très compliqué à gérer pour l'ensemble des prestataires. Il n'y a pas que les motifs impérieux, il y a déjà la septaine qui est un peu plus ancienne, puisque pour voyager vers la Guadeloupe, les voyageurs doivent respecter plusieurs conditions cumulatives, présenter l'attestation de déplacement aérien justifiant de ce fameux motif impérieux et s'engager à respecter un isolement de 7 jours, ce qu'on va appeler la septaine, à leur arrivée en Guadeloupe. Il est possible de suspendre de manière temporaire l'isolement pour certains motifs, les déplacements pour des achats de première nécessité, consultation aux modalités d'ordre médical ou convocation audition formulée par l'autorité administrative ou judiciaire. On comprend bien que tout ça ne concerne pas les voyageurs. Et on le verra, cette septaine, elle peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle et inévitable. Alors, qu'est-ce qu'un motif impérieux? Je vois qu'on a déjà une question sur les motifs impérieux et cette notion. Alors, on a plusieurs motifs. Donc, on a les motifs impérieux d'ordre personnel ou familial, d'ordre de santé ou professionnel. Donc, on va revoir quand même rapidement un petit peu ce que ça recouvre. Donc, on a par exemple, bon, évidemment, le décès d'un membre de la famille en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur, visite à une personne dont le pronostic vital est engagé pour les membres de la famille en ligne directe, garde d'enfants si on est parent investi de l'autorité parentale, avec un droit de garde reconnu, convocation à nouveau par une autorité judiciaire ou administrative, ou impossibilité légale ou économique de rester sur le territoire, et enfin étudiant en début, reprise ou fin de cycle d'études. Pour chacun de ces motifs, évidemment, il faut un justificatif. Ce n'est pas simplement une attestation sur l'honneur, donc on ne peut pas s'inventer un motif impérieux, il faut pouvoir le justifier. Et on a des exemples de justificatifs, acte ou certificat de décès, décision de justice, convocation par l'autorité administrative ou judiciaire, certificat de scolarité. Enfin, voilà, tout ça sont quand même des justificatifs qui émanent d'autorités et donc ce sont des documents officiels pour la plupart ou en tout cas d'établissements type hôpitaux. Donc, c'est compliqué pour les voyageurs de venir justifier un de ces motifs. On voit bien qu'on ne rentre pas dans le cas d'aucun des motifs impérieux cités ici. Bon, pareil pour les motifs impérieux d'ordre de santé, l'urgence médicale vitale, il faut un certificat médical. Et ensuite, on a les motifs impérieux professionnels. Donc, ça peut parfois concerner notamment le voyage d'affaires. Et là, on est sur des missions indispensables à la poursuite d'une activité économique qui requiert nécessairement la présence sur place, qui ne peut pas être différée
et dont le report ou l'annulation aurait des conséquences manifestement disproportionnées ou serait impossible. Et là, il nous faut une attestation de l'employeur ou une carte professionnelle selon le type d'activité. Donc, encore une fois, il faut une justification. Donc, il ne suffit pas de dire j'avais un voyage d'affaires prévu, encore faut-il démontrer qu'il ne pouvait pas être reporté. Et donc, alors là, ça prête plus à interprétation, mais on voit que c'est quand même très, très limité. Alors après, on a d'autres cas de figure. Évidemment, les professionnels de santé qui concourent à la lutte contre la Covid-19 ou qui participent à des opérations de coopération d'intérêt majeur, des missions ponctuelles liées à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou les sportifs professionnels de haut niveau pour la participation à des rencontres validées par le ministère des Sports. Donc, ça reste quand même extrêmement, extrêmement strict. Et on voit bien que tout ce qui est loisirs, et on a une question, je la prends tout de suite puisqu'on est vraiment dans le thème. Est-ce que assister à un mariage en tant que témoin est un motif impérieux? Quand on voit, alors il faut reprendre toute la liste, mais quand on voit que ne serait-ce qu'un décès ou pour aller visiter quelqu'un à l'hôpital, il faut être en ligne directe, ça va être difficile à justifier. Alors, là, on arrive dans le cœur du sujet, c'est quel est le régime qui vous est applicable. Alors, on a quand même une grande variété de participants aujourd'hui. Donc, je vais essayer de traiter 2 régimes en parallèle. Donc, ça va être un petit peu plus difficile, il faut s'accrocher, mais on va essayer de rendre ça didactique. Il y a 2 régimes qui peuvent s'appliquer ici. On a les assimilés agents de voyage, donc qui sont soumis au Code du tourisme. Et on a les autres professionnels du tourisme ou prestataires de loisirs, qui, eux, ne sont pas soumis au Code du tourisme. Alors, pourquoi on est soumis ou pas au Code du tourisme? C'est l'article L201 du Code du tourisme qui nous le dit. Qui est assimilé agent de voyage? Rapidement, alors, on a les personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente, dans le cadre de leur activité commerciale, des forfaits touristiques, sans surprise, ou, et c'est là qu'il faut réfléchir un peu pour savoir si on est dans cette catégorie ou pas, des services de voyage qui portent sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. Donc, le critère principal pour savoir si vous êtes assimilé à agent de voyage ou pas, c'est si vous vendez des services touristiques ou de loisirs, mais que vous ne produisez pas vous-même. C'est-à-dire que vous avez recours à un prestataire. Par exemple, je vends des visites guidées, mais ce n'est pas moi ou un de mes salariés qui va réaliser ces visites guidées ou excursions. À ce moment-là, je rentre dans la qualification d'agent de voyage ou assimilé et le Code du tourisme s'applique. Si en revanche, je suis guide ou loueur de meublés et je loue mes propres meublés ou je réalise moi-même les visites guidées, ou alors un salarié si c'est une entreprise, à ce moment-là, je suis certes professionnel du tourisme, mais je produis moi-même mes prestations et donc je ne suis pas soumis au Code du tourisme, en tout cas je ne suis pas assimilé agent de voyage. Quand on est agent de voyage ou assimilé, il faut s'immatriculer à Tout France, donc je ne vais pas du tout m'étendre là-dessus aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème, et on a un certain nombre d'obligations qui sont prévues par le Code du tourisme qui viennent s'appliquer notamment pour les annulations. Les professionnels du tourisme non soumis au Code du tourisme, non assimilés aux agents de voyage, là, on est sur un régime plus classique de Code de la consommation et du Code civil. Donc, on va distinguer à chaque fois les deux. J'ai quand même l'impression qu'on a quand même parmi vous aujourd'hui plutôt des professionnels non assimilés agents de voyage. Donc, on va peut-être un peu se concentrer là-dessus, mais on va quand même voir les deux. Alors, la question principale aujourd'hui, c'est comment je gère les annulations. Il y a depuis le 2 février cette notion de motif impérieux, il y a la septaine à l'arrivée, et donc très probablement une vague d'annulation ou beaucoup de questions de vos clients sur ce qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils peuvent annuler, est-ce qu'ils peuvent obtenir le remboursement des sommes. Une question qui revient très souvent, c'est est-ce que je peux imposer un avoir? Parce que ça semble être une solution acceptable pour les deux parties, à la fois pour le client, à la fois pour le prestataire. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas possible, ou en tout cas pas dans des bonnes conditions, donc on va reporter ou proposer un avoir. Mais il faut quand même avoir en tête aujourd'hui que vous ne pouvez pas imposer l'avoir au client. Vous ne pouvez pas l'imposer, vous avez pu l'imposer à un moment donné, puisqu'on a une ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 qui a été prise, qui permettait aux professionnels d'imposer un avoir d'une durée de 18 mois au client quand il y avait une annulation, qu'elle émane du client ou du professionnel,
pour circonstances exceptionnelles et inévitables, c'est-à-dire résultant en fait des mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19. Quand ces annulations avaient lieu entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020. Donc, toutes les annulations postérieures au 15 septembre 2020 ne sont plus concernées par cette ordonnance. Donc, on ne peut plus aujourd'hui imposer un avoir en se fondant sur cette ordonnance. Une annulation qui fait suite, voilà, mettons le 4 février 2021, parce que motif impérieux et donc le client ne peut plus voyager, l'annulation n'est pas concernée par cette ordonnance-là, qui ne s'applique pas. En revanche, vous avez toujours la possibilité, et c'est ce qu'on conseille vivement, de proposer un avoir ou un report ou une prestation de substitution. Enfin bon, là, ce serait plutôt un report, si le client est d'accord. Vous ne pouvez pas lui imposer, mais vous pouvez quand même essayer de discuter avec lui pour voir si on peut trouver une solution qui permettrait d'obtenir son accord. Donc, si le client ne veut pas d'avoir ou de report, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le rembourser totalement? Est-ce que je peux garder une partie des sommes versées? Comment est-ce que je traite mon annulation? Alors, quand on est assimilé agent de voyage, le principe, c'est que les conditions d'annulation doivent être prévues dans vos conditions générales de vente. Ça, c'est vrai aussi pour les autres professionnels non assimilés agents de voyage. Il faut prévoir dans vos conditions générales de vente les conditions d'annulation. En revanche, donc vous pouvez, et on va revenir dessus, on va voir ce que vous pouvez mettre dans vos CGV effectivement. Vous pouvez prévoir que, en fonction de la date de l'annulation, vous allez conserver une partie des sommes ou que les sommes ne sont pas remboursables. En revanche, si on est dans le cas d'une circonstance exceptionnelle et inévitable, ou d'une force majeure pour les autres professionnels du tourisme, à ce moment-là, le client a le droit à un remboursement intégral des sommes versées, de toute la prestation. Donc, le principe, c'est dans vos CGV, vous pouvez prévoir pas mal de choses, on va y revenir, et notamment une retenue sur les sommes en cas d'annulation. Mais attention, si le client annule pour circonstances exceptionnelles et inévitables ou force majeure, à ce moment-là, vous devez le rembourser. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de circonstances exceptionnelles et inévitables? On va revenir sur la force majeure avant. Donc, cette notion de circonstances exceptionnelles et inévitables, vous l'avez peut-être déjà entendue, mais elle s'applique dans le Code du tourisme. Donc, c'est plutôt pour les agents de voyage assimilés. Donc, le client a le droit à un remboursement intégral des sommes versées et au remboursement intégral de la prestation lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles et inévitables qui surviennent sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et qui ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Donc ça, c'est le Code du tourisme qui nous dit ça. C'est quoi une circonstance exceptionnelle et inévitable? En gros, c'est une situation qui échappe complètement au contrôle des deux parties, de la partie qui l'invoque en particulier, et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées même si on avait pris toutes les mesures raisonnables. Donc ici, on a deux interprétations possibles. Il y a une grande divergence entre les professionnels du droit sur est-ce que le motif impérieux est ou pas une circonstance exceptionnelle et inévitable. Et c'est là où ça se corse un peu, parce que j'aurais bien aimé pouvoir vous dire oui, c'est une circonstance exceptionnelle ou non, ça ne l'est pas. Mais malheureusement, on n'a pas de décision aujourd'hui, puisque tout ça est très nouveau. Ça s'applique depuis le 2 février. On est face à une situation complètement inédite pour nous, juristes aussi. Et on n'a pas de décision d'un juge qui viendrait nous éclairer là-dessus. Donc, deux interprétations possibles. La première, c'est de dire le motif impérieux, ce n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable parce que la destination est ouverte. C'est-à-dire que les meublés ne sont pas obligés de fermer ou les hébergements, les prestations peuvent toujours être réalisées et donc finalement, la prestation peut être effectuée. La deuxième interprétation, c'est de dire non, c'est bien une circonstance exceptionnelle et inévitable parce que c'est une décision qui a été prise à destination, puisqu'à la base, ça a été pris par les préfets. Et en plus, ça a des conséquences quand même extrêmement importantes sur l'exécution du contrat et sur le transport des passagers. Si on lit à la lettre l'article, on peut dire que ce n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable, ce motif impérieux, parce que ça ne survient pas à proprement parler sur le lieu de destination qui reste ouverte. Mais en réalité, on voit bien que les juges, ils ont une interprétation très pro-voyageur, très pro-consommateur. Et donc, si on a un litige aujourd'hui devant un juge
et qu'on explique au juge, que le client explique au juge que il n'a pas pu partir parce qu'il n'avait pas de motif impérieux pour justifier son voyage et qu'il n'avait pas le droit de rentrer sur le territoire, mais qu'il n'a pas été remboursé parce qu'on considère que ce n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable, c'est pas impossible qu'un juge interprète cet article de manière un peu souple et considère qu'en fait, si, la décision elle a été prise sur place et le client ne pouvait pas voyager, donc c'est bien une circonstance exceptionnelle et inévitable et il doit être remboursé intégralement des sommes versées. En revanche, la septaine, donc l'isolement de 7 jours, cette fameuse obligation morale, elle perturbe considérablement l'exécution du contrat à destination, puisque si on est sur un voyageur qui partait une semaine ou 10 jours et qui doit rester confiné 7 jours, ça perturbe considérablement son voyage. Donc, dans ce cas-là, voire la prestation ne peut pas être réalisée, puisque s'il respecte son obligation morale, il ne peut pas louer sa voiture, aller dans son hébergement, louer sa voiture, faire son petit tour, visiter, faire des visites guidées, des excursions, puis revenir au logement. Donc, il peut effectivement se confiner dans son meublé, par exemple, mais il ne pourrait rien faire d'autre. Donc, si vous voulez, les conséquences sur le contrat et sur son voyage sont telles que potentiellement, on va pouvoir facilement considérer que c'est bien une circonstance exceptionnelle et inévitable qui donne lieu, du coup, à un remboursement. Donc, le débat reste quand même ouvert. Il reste ouvert parce qu'on peut jouer un petit peu avec l'interprétation des textes. Et tout ça, c'est du cas par cas. Donc, ça va beaucoup dépendre de votre activité et de si en pratique, vous pouvez vraiment fournir le service tout en permettant au client de respecter sa septaine. Et c'est pour ça que les meublés, les loueurs de meublés ont un petit peu plus de marge de manœuvre pour jouer sur les textes, parce qu'on peut dire, vous pouvez tout à fait venir et vous confiner dans mon meublé. Mais bon, si le client il venait, il avait réservé tout un tas d'autres prestations, dans les faits, ça va venir influencer très très significativement son séjour. Mais vous, meublé, si vous n'avez qu'un contrat de location, vous n'êtes pas censé savoir ce qu'il va faire le reste de son séjour. Donc, c'est du cas par cas, mais attention au risque contentieux qui est très important et avoir toujours en tête que le juge est très pro-consommateur, pro-voyageur et qu'on redoute quand même très fortement une interprétation très souple de cet article et que finalement, on considère que c'est bien une circonstance exceptionnelle et inévitable puisque le client ne pouvait absolument pas se rendre sur place avec le motif impérieux. Pour la force majeure, donc c'est une notion tout à fait voisine. Donc, encore une fois, pourquoi je vous parle de ces deux notions? Circonstance exceptionnelle et inévitable, c'est celle qui est dans le Code du tourisme. La force majeure, c'est celle qui est dans le Code civil, donc qui s'applique aux autres professionnels qui ne sont pas assimilés agents de voyage. Quand on a une annulation qui est fondée sur un cas de force majeure, le client doit être remboursé. On annule complètement le contrat et on remet les parties comme si le contrat n'avait jamais été conclu. Ce qui veut dire que vous devez rembourser les sommes. Donc, pareil, même genre de définition, c'est un événement qui échappe au contrôle du débiteur, donc de celui qui doit s'exécuter, mais plus généralement des parties, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités que par des mesures appropriées empêchant l'exécution de son obligation par le débiteur. 3 critères traditionnels pour dire si on est en force majeure ou pas. Il faut que ce soit extérieur aux parties, imprévisible, irrésistible. C'est-à-dire que c'est vraiment un événement qu'on ne pouvait pas prévoir et auquel on ne peut rien faire. Donc, on a souvent une grosse tempête imprévisible. Ça va être ce genre d'événement climatique extrêmement important, par exemple, où au moment de conclure le contrat, on ne pouvait pas imaginer ça. La force majeure, ça a été, la pandémie de Covid et les mesures en résultant, la jurisprudence a admis que c'était une force majeure au début de la pandémie et pas forcément dans le secteur du tourisme, plus généralement. Parce que personne ne pouvait prévoir en décembre 2019 qu'on allait avoir une pandémie mondiale, des mesures de confinement à l'échelle nationale, des fermetures de frontières. Tout ça était complètement extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible puisque les parties pouvaient absolument rien y faire. Aujourd'hui, on a quand même aussi une marge de manœuvre parce que si le contrat a été conclu en janvier 2021 ou en décembre 2020, on a un contrat qui est conclu à un moment où la pandémie est connue de tous et où on sait qu'il y a quand même des mesures extrêmement restrictives qui peuvent être très régulièrement prises par les pouvoirs publics. Donc, venir dire aujourd'hui qu'on ne pouvait absolument pas prévoir
qu'un motif impérieux allait être instauré pour se rendre en Guadeloupe, ou une septaine à l'arrivée, ou des tests Covid, voilà, des tests PCR par exemple, c'est plus difficile à soutenir de la part du client. Donc, pour les professionnels du tourisme, de loisirs, ou en tout cas pour tous les prestataires qui ne sont pas assimilés à agents de voyage, cette notion de force majeure, elle est quand même plutôt favorable pour vous, puisque vous pouvez dire, bah, là, au moment de conclure votre contrat, c'est au cas par cas, mais vous saviez que ça pouvait arriver. Donc, vous l'avez fait en connaissance de cause. Donc, on peut éventuellement considérer qu'il n'y a pas d'annulation du contrat et qu'il n'y a pas à rembourser intégralement les clients. Maître, je me permets de vous interrompre. Pardon. Je vois pas, cet argument-là n'est pas opposable dans le cadre de la circonstance exceptionnelle, la date de réservation? Alors, il l'est, mais la force majeure a donc ces fameux 3 critères traditionnels que la jurisprudence a dégagés au fil des années d'imprévisibilité. Alors que les circonstances exceptionnelles et inévitables, on peut effectivement se rattacher à la notion d'exceptionnel. Maintenant, est-ce que exceptionnel et imprévisible, c'est pas exactement la même chose. On est vraiment sur de la sémantique ici. L'imprévisibilité, ça veut dire qu'on ne pouvait pas imaginer au moment de la conclusion du contrat que ça allait arriver. Alors qu'une circonstance exceptionnelle, c'est quelque chose qui sort quand même de l'ordinaire. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tout ça, même si on est déjà dans le monde d'après, est-ce qu'on est aujourd'hui dans quelque chose qui est maintenant ordinaire? Ça se discute. Mais c'est beaucoup plus discutable que l'imprévisibilité. Parce que c'est inévitable dans la mesure où le client ne peut rien faire pour l'éviter, et ce n'est pas de son ressort. Est-ce que c'est exceptionnel ou pas? On a déjà, on s'est posé la question de dire, voilà, c'est pas exceptionnel, ça fait 1 an qu'on est dans cette situation bientôt, qu'il y a des mesures qui sont prises très régulièrement, on n'est plus dans l'exceptionnel. Mais tant qu'on n'a pas une décision qui va venir nous confirmer que c'est pas exceptionnel, c'est difficile d'avancer ça. Et je pense aujourd'hui qu'un juge raisonnablement considérait qu'on est encore du ressort de l'exceptionnel. Parce que, bon, ça reste, vous voyez, un coup c'est le confinement national, un coup c'est le couvre-feu, puis c'est pas pareil sur tous les territoires, dans tous les départements, et puis maintenant c'est le motif impérieux, ça change, ça varie, ça reste assez exceptionnel et on navigue à vue. Donc, le critère exceptionnel, c'est quand même plus discutable de venir considérer qu'on n'est pas dedans, quoi. D'accord. Voilà. Donc, concrètement, sur ces bases-là, j'ai réservé mon séjour qui devait se dérouler actuellement au mois de février 2021. J'ai réservé ça au mois de juillet, au mois d'août 2020. Ouais. On peut considérer que, compte tenu des circonstances, on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait une deuxième vague et qu'il y aurait des confinements, etc. Par contre, j'ai réservé la même prestation au mois de janvier 2021 pour consommer en ce moment. Là, la position pourrait être différente. La position pourrait être différente. C'est pour ça qu'on est vraiment sur du cas par cas et que c'est malheureusement très difficile de donner une solution qui s'appliquerait à tous les cas de figure, sinon ce serait trop facile puisqu'il nous complique bien trop la tâche. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre chaque dossier, de dire, bon, à quel moment il a réservé le client et est-ce qu'à ce moment-là, tout ça était vraiment imprévisible ou pas. Effectivement, une réservation courant janvier, même si je sais qu'il y a eu beaucoup de réservations là, en fin d'année 2020 pour votre destination et même début d'année. Bon, est-ce qu'il y avait déjà la septaine en place ou pas? Est-ce qu'on était déjà sur cette deuxième vague et il y avait le couvre-feu un peu partout? Enfin bon, on était quand même déjà dans un cas de figure où il y avait des mesures assez strictes prises un peu partout. Donc, on pouvait tout à fait imaginer, sachant qu'on avait aussi une grosse menace de reconfinement qui planait, bon, on peut quand même imaginer que le client, quand il réserve à ce moment-là, il accepte ce risque d'annulation. Au même titre que le prestataire va subir ce risque d'annulation, mais il l'a accepté et il l'a réservé quand même. Donc, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend de la prestation en question et ça dépend de la date de réservation du séjour, de la prestation ou du séjour si vous vendez des séjours ou des forfaits, quoi. Donc, c'est vraiment important de se pencher sur chaque dossier pour regarder parce qu'il ne peut pas vraiment y avoir une politique générale. En juillet ou en juin, on pouvait circuler beaucoup plus librement. On avait un petit peu endigué la pandémie. On savait qu'il y avait un risque de deuxième vague, mais on n'y était pas encore. Donc, bon, c'était raisonnable de considérer que ce séjour, il pourrait avoir lieu.
Voilà. D'accord. Donc à retenir qu'on ne peut pas tenir une position de principe pour tous les clients. Il faut vraiment observer les choses au cas par cas. Entendu. Absolument. Sachant qu'encore une fois, nous, on incite quand même et je pense que vous le faites tous déjà, à privilégier la discussion et la solution alternative que vous ne pouvez pas imposer, mais qui reste quand même le plus souhaitable. Donc, il faut essayer de trouver une solution acceptable pour tout le monde pour reporter ou pour en avoir sans l'imposer. Autrement, si le client insiste pour rembourser, il faut voir comment il le justifie, mais a priori, il va vous dire que c'est de la force majeure ou voilà, il va le fonder sur le motif impérieux et la septaine à l'arrivée. Et là, à vous de regarder à chaque fois si, a priori, c'est un risque qui a été accepté et on est dans un cas de force majeure ou pas. Sachant qu'on n'a pas de décision aujourd'hui. Donc, il faut minimiser le risque de contentieux parce que même si tout ça est discutable, on a un juge très, très favorable au consommateur qui risque de considérer qu'à partir du moment où il n'a pas le droit de voyager, il ne peut pas y aller. On est peut-être quand même sur de la force majeure dans une interprétation extrêmement souple. Aujourd'hui, l'interprétation de la jurisprudence traditionnelle est plutôt rigide. Donc, si ce n'est pas imprévisible et complètement imprévisible, on n'est pas en force majeure. Mais si, vu qu'on est quand même sur une situation inédite, beaucoup de juges commencent à être saisis pro-consommateur, parce que c'est toujours comme ça, c'est la partie faible, face à un professionnel, on n'est pas à l'abri, pas d'un revirement, mais d'une interprétation plus souple. Donc, on ne peut pas non plus vous dire tenez bon, imposer, refuser tout remboursement parce que c'est pas de la force majeure. Moi, je considère aujourd'hui en tant qu'avocate professionnelle du droit et qui est bien maîtrisé les sujets de force majeure que ce n'est pas de la force majeure si le contrat a été conclu récemment, mais ce sont des interprétations jurisprudentielles. Donc, les juges peuvent assouplir ces interprétations-là. Donc, il faut quand même éviter le contentieux au maximum. Hein. C'est important de l'avoir en tête. Mais vous pouvez quand même tenir une première position de refus si vous considérez que le client a délibérément accepté ce risque. Et quand on accepte le risque, on accepte aussi de supporter les frais qui vont avec. Alors maintenant, pour pouvoir retenir des sommes et pas rembourser le client, encore faut-il avoir prévu ça dans vos CGV. Hein, parce que vous ne pouvez pas retenir arbitrairement et aléatoirement les sommes versées parce que vous l'avez décidé et parce qu'on considère qu'on n'est pas en force majeure. Si le client il a versé des sommes mais que vous n'avez pas signé de CGV avec eux et qu'il n'a rien accepté précontractuellement, donc avant la signature du contrat ou la réservation en ligne par exemple, vous ne pouvez pas retenir arbitrairement des sommes. Donc c'est hyper important de vous replonger dès maintenant dans vos conditions générales de vente pour regarder ce qui est prévu et voir de quelle manière vous allez pouvoir appliquer ça. Donc, ce qu'on doit mettre dans les CGV, là aussi, ça varie très légèrement si vous êtes assimilé agent de voyage ou pas. Si vous êtes assimilé agent de voyage, vous pouvez prévoir un échéancier, mais ça marche aussi si vous êtes prestataire non assimilé, un échéancier de frais d'annulation supporté par le client lorsqu'il annule. L'échéancier, il prévoit généralement un montant de retenue plus important lorsqu'on est proche de la date de la prestation. Donc là, je vous ai mis un exemple. Si le client annule 30 jours plus de 30 jours avant le début du séjour ou de la prestation, on retient 30% des sommes versées ou du montant total du séjour. Vous pouvez mettre les deux. Si en revanche, l'annulation a lieu moins de 8 jours avant le début du séjour ou de la prestation, vous pouvez dire on retient 100% des sommes dues au titre du contrat. Donc, vous pouvez prévoir quelque chose comme ça de progressif. C'est juste parce que finalement, vous ne subissez pas le même préjudice si l'annulation, elle est 2 mois avant et si l'annulation, elle est 2 jours avant, évidemment. Attention, il faut quand même que ces sommes, ça c'est le Code du tourisme qui le dit, ces sommes doivent être justifiables et raisonnables. Donc, normalement, au moment où vous devez réfléchir à ce que vous allez mettre dans vos CGV, posez-vous la question de qu'est-ce que je vends? Quel est mon préjudice réel en cas d'annulation tardive? Est-ce que je peux revendre à quelqu'un d'autre facilement? Est-ce que c'est difficile de trouver de nouveaux clients? Est-ce que c'est une prestation d'un montant très important, d'un montant très faible? Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous permettre de prévoir un barème d'annulation qui sera considéré comme étant justifié et raisonnable.
Je précise ça pour ceux qui sont concernés par le régime assimilé agent de voyage. À noter que si vous annulez une prestation et vous avez le droit de le faire, vous devez évidemment rembourser le client, mais en plus l'indemniser à hauteur de ce que le client aurait dû vous payer si lui avait annulé. Donc, je reprends cet exemple qu'on a là à l'écran. Si vous annulez la prestation parce que vous ne pouvez plus la fournir, parce que pour n'importe quelle raison, qu'il ne soit pas une circonstance exceptionnelle et inévitable, vous allez devoir rembourser le client, bien sûr, mais si vous annulez moins de 8 jours avant, vous allez en plus lui verser une indemnisation de 100% du montant total du séjour. Donc, ne pas prévoir des frais d'annulation trop violents, trop durs, parce qu'après, ça peut se retourner contre vous si vous annulez. Et ça, je pense que voilà, c'était une petite technique du législateur pour pousser les prestataires à avoir des conditions d'annulation qui soient justes et pas disproportionnées, parce qu'en fait, après, elles se retournent contre vous si vous annulez. Ça concerne que les agents de voyage assimilés, donc ceux qui ne réalisent pas eux-mêmes leurs prestations. Pour les autres, vous pouvez évidemment prévoir aussi un échéancier. Vous pouvez aussi prévoir que 100% des sommes restent dues, mais il faut quand même pouvoir le justifier, ou vous pouvez prévoir un acompte ou des arts. Et je refais un petit point sur la distinction entre les arts et l'acompte, parce que juridiquement, ce n'est pas la même chose. Et on voit souvent que les professionnels du tourisme ou tous les prestataires ont tendance à confondre un peu ces deux termes. Un coup, on voit art, un coup, on voit acompte, mais sans vraiment savoir s'il y a une différence entre les deux et si c'est un abus de langage. En réalité, juridiquement, ce n'est pas du tout la même chose. L'acompte, c'est un premier versement sur l'achat d'une prestation ou d'un bien d'ailleurs, et le professionnel et le consommateur sont tous les deux engagés à aller au bout de cette prestation, d'accord, à faire l'achat complet, total. Donc, si le consommateur, le client se rétracte, non seulement il perd l'acompte versé, mais il peut aussi être contraint de verser des dommages et intérêts aux professionnels qui seront finalement du montant total de la prestation. Parce que le client s'était engagé à acheter cette prestation de service dans son intégralité. Donc, il s'est engagé à aller au bout. Donc, en réalité, quand il y a un acompte, vous avez la possibilité de demander le solde au client. Pareil, si le professionnel se rétracte, parce qu'évidemment, tout ça, il y a un parallélisme entre le professionnel et le consommateur. Si le professionnel se rétracte, évidemment, l'acompte va être remboursé, mais surtout, il pourra être tenu de verser des dommages et intérêts au client si le client justifie d'un préjudice. Si, par exemple, vous êtes loueur de meublés, le client, vous annulez la location pour une raison ou une autre, il y a eu, je ne sais pas, un problème dans la gestion de la réservation et vous annulez, vous allez rembourser l'acompte au client, mais il pourrait vous dire, oui, mais du coup, moi, j'ai des billets d'avion, j'allais y aller, j'étais prêt, j'avais tout réservé, mais j'ai plus de logement. Et je ne trouve que des logements beaucoup plus chers, puisque maintenant, je suis à 8 jours. Donc, je vais vous demander une indemnisation pour mon préjudice, et notamment, vous allez me payer la différence de mon prochain logement, par exemple. Donc, être vigilant parce que l'acompte, c'est un engagement des deux parties à aller au bout du contrat. En pratique, je vous rassure quand même, ça se fait peu. C'est-à-dire que généralement, ce qui se passe, c'est que le professionnel, il garde l'acompte et il demande quand même assez rarement le solde. Moi, je le vois très rarement parce que, il y a le droit et puis il y a la pratique et puis il y a le commercial. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu violent, mais bon, ça peut se faire juridiquement de demander au consommateur la totalité du prix. Mais ça peut se faire. De la même manière, c'est assez rare qu'un consommateur, un client qui voit sa prestation annulée et qui s'est fait rembourser intégralement, vienne réclamer des dommages d'intérêt, mais c'est un risque qui existe. Les arts, maintenant, alors c'est un concept complètement différent. C'est aussi une somme qui est versée par avance pour l'achat d'une prestation de service ou d'un bien, mais chacune des parties peut revenir sur son engagement. Donc, on ne s'engage pas à acquérir le bien ou à vraiment acheter cette prestation de service. Donc, là, en principe, la règle générale, c'est que si le client annule, il perd ses arts. Mais ça dépend ce que vous mettez dans vos CGV. Parce qu'on peut aussi prévoir dans les CGV que les arts sont restitués. En revanche, vous, professionnels, ne pouvez pas demander le paiement du solde puisqu'il ne s'est pas engagé à acheter cette prestation. C'est plus comme une réservation, si vous voulez, de cette prestation-là.
il réserve moyennant le versement de ses arts, mais il ne s'engage pas à l'acheter. Donc finalement, s'il l'annule, donc s'il ne va pas au bout et il ne veut plus acheter, il perd ses arts. Parce qu'évidemment, vous avez des frais de dossier et puis vous avez réservé, par exemple, la location pendant une semaine pour ce client. Donc, ça va être ça, votre dédommagement, mais vous ne pouvez pas demander le solde. Et le professionnel qui ne fournit pas la prestation de service doit logiquement rembourser les arts. Donc, attention à la sémantique dans vos conditions générales de vente. Moi, voilà, le conseil que je vous donne à tous aujourd'hui dans la gestion de ces différents, ou en tout cas de ces annulations, même s'il n'y a pas de contentieux encore aujourd'hui, j'espère, c'est d'abord, premier point, prenez vos conditions générales de vente. Alors, si vous n'en avez pas, créez des conditions générales de vente, parce que ça sert à ça, mais pas que. Et surtout, vous avez, on va y venir, des obligations précontractuelles d'information, quoi qu'il arrive. Mais prenez vos conditions générales de vente, regardez ce qui est prévu. Est-ce que vous avez bien un échéancier d'annulation? Est-ce que vous avez utilisé le terme d'acompte, le terme d'art? À combien il s'élève? Il faut que tout ça se soit prévu dans les CGV, sinon vous ne pourrez rien demander, vous ne pouvez rien retenir au client. Et ensuite, une fois que ça, c'est bien au clair pour vous, au cas par cas, prendre chaque dossier et vous dire, bon, pourquoi le client annule? Motif impérieux, septaine. Est-ce que là, on considère que c'est de la force majeure ou pas? Et là, on va regarder au cas par cas. Quand est-ce que le client a réservé? Quel type de prestation il a réservé? Est-ce qu'au moment où il a réservé, on pouvait raisonnablement penser que ça allait arriver et que c'était un risque qui était pris par le client et assumé par le client, auquel cas, on n'est pas en force majeure. Et à ce moment-là, je peux accepter évidemment l'annulation puisque le client a toujours le droit d'annuler, moyennant une retenue. Et par exemple, simplement la retenue de l'acompte ou des arts, ou alors selon un échéancier d'annulation que vous avez prévu dans vos CGV. Donc, voilà comment il faut procéder par étapes, mais on ne peut pas de toutes les manières tenir une décision de principe. On va dire, on rembourse rien, on retient toutes les sommes, ou on retient tous les acomptes, parce qu'on appelle souvent ça acompte, alors parfois, ce n'est pas des acomptes, c'est des arts. Et il faut quand même veiller à ce que tout ça soit raisonnable, parce que si c'est disproportionné, vous êtes face à un consommateur, et le consommateur, attention, c'est une partie qui est particulièrement protégée, donc il ne faut pas que ce soit non plus complètement abusif. Pour revenir sur vos CGV annulation et hors annulation, de manière générale, pour satisfaire à votre obligation précontractuelle d'information, il faut que ces CGV soient acceptés par le client et transmis sur un support durable à vos clients. Un support durable, c'est un support qui permet au client de se reporter au CGV à tout moment, même après la réalisation de la prestation. Donc, par exemple, si vous avez juste un site internet où les CGV sont consultables, ça ne suffit pas, ce n'est pas un support durable. Vous ne pouvez pas simplement inviter le client à se reporter au CGV qu'il y a sur votre site. Pourquoi? Parce que vous pouvez les changer un peu à votre guise. Donc, si le client il a un différend avec vous et dans un an, il a besoin de montrer au juge ce à quoi il était engagé et ce à quoi le prestataire était engagé, vous étiez engagé, il a besoin de démontrer, d'avoir en sa possession les CGV à l'époque de la conclusion du contrat. Et donc, ça ne suffit pas de simplement se référer aux CGV qui sont sur le site. Donc, il faut plutôt soit un support papier, mais ça c'est quand même très contraignant, soit un PDF, soit un mail, mais dans l'idée, soit à la rigueur au moins la possibilité de les télécharger. Vous voyez, au moment où ils réservent, souvent, si vous faites de la réservation en ligne, on a la petite case à cocher. Le client accepte, déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente qui sont disponibles ici, permettent de les télécharger, par exemple. Au moins ça, c'est vraiment le minimum, c'est qu'ils puissent les télécharger. Si vous faites de la vente au comptoir, sur place, régulièrement, à ce moment-là, pourquoi pas avoir à minima un support papier disponible et consultable, avec peut-être des écriteaux un peu partout pour dire que les CGV sont consultables et simplement faire signer un papier indiquant que le client indique avoir pris connaissance des CGV sur place. Mais il faut que vous puissiez démontrer pour vous prévaloir de vos CGV que le client en a eu connaissance avant la conclusion du contrat. Donc, avoir des CGV, c'est impératif, mais avoir des CGV qui sont transmises comme il se doit sur un support durable au client avant la conclusion du contrat,
c'est mieux. Enfin, c'est plus que mieux, c'est nécessaire si vous voulez vous prévaloir de vos CGV. Parce que autrement, vous n'allez pas du tout pouvoir les opposer. C'est-à-dire que vous allez dire non, non, mais attendez, monsieur le juge, dans les CGV, il y a bien marqué qu'il y a un acompte de 30% et par conséquent, c'est une annulation qui n'est pas une annulation pour force majeure. J'ai le droit de conserver cet acompte de 30%. Mais le client, il va dire ah oui, moi, j'ai jamais accepté ça. J'ai jamais accepté ça, donc on ne peut pas me l'opposer. Je ne les ai pas signés, ces CGV, j'en ai pas pris connaissance. Et là, le juge, il va dire, bah, effectivement, si le client n'en avait pas connaissance, vous ne pouvez pas le lui imposer. Donc, il faut vraiment profiter, si j'ose dire, de cette situation pour peut-être vous replonger dans vos documents contractuels et vérifier que tout ça, c'est à jour et que votre processus aussi de commercialisation, il est sécurisé pour vous parce que vous ne pouvez pas vous protéger si vous n'avez pas ces éléments-là. Autrement, vous allez être contraint de rembourser et en cas de différends, voire de contentieux judiciaire, s'il y en a, mais je ne vous le souhaite pas, vous n'allez pas pouvoir vous défendre convenablement. Maître, je vous interromps une minute, juste pour vous rappeler que vous pouvez formuler vos questions à travers le logo discussion qui est en bas d'écran. Et au-delà de vos questions, éventuellement, on a prévu un temps de questions-réponses après la présentation. Si vous avez peut-être des cas concrets que vous avez connus, de difficultés avec vos clients ou autres, qu'on puisse partager la réponse de Maître Rézelam par rapport à ces cas concrets. Oui, surtout n'hésitez pas, on aura largement le temps. Là, la présentation, mon débit de parole va cesser et je vais vous laisser la place. L'idée, c'est quand même que vous puissiez me poser les questions concrètes qui vous intéressent aujourd'hui. Voilà, c'est important que vous ayez le cadre juridique global, mais après, il y a évidemment vos cas d'espèce et on va essayer d'y répondre de manière la plus exhaustive possible. Donc, je reviens rapidement sur l'obligation précontractuelle d'information parce que finalement, encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. La gestion de l'annulation, elle se fait si l'obligation précontractuelle d'information a bien été remplie en amont. Donc, il faut pas... C'est vrai qu'on se concentre aujourd'hui sur les annulations, donc sur l'après, sur l'exécution du contrat, mais l'avant est très important pour avoir une exécution du contrat sereine. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc là, on revient sur l'assimilé agent de voyage, donc celui qui ne réalise pas lui-même ses prestations. Il est soumis à une obligation précontractuelle d'information générale et très étendue et il doit notamment informer des formalités administratives à accomplir par son client en cas de franchissement de frontières et sanitaire du pays de destination ou de son lieu de destination. Donc, franchissement de frontières ou pas, il faut informer le client avant la conclusion du contrat sur les conditions de voyage vers la Guadeloupe. Donc, il faut au moins les inviter à consulter la page du site du gouvernement qui explique ces obligations. Je vous ai mis le lien ici, on pourra peut-être le remettre soit dans la discussion, soit de toutes les manières, je ne sais pas si on vous transmettra peut-être le support, mais voilà, les inviter à aller prendre connaissance de ces informations en leur donnant par exemple ce lien. Pareil, si vous êtes professionnel du tourisme autoproducteur, donc non assimilé agent de voyage, là, il n'y a pas de disposition spécifique dans les textes sur les formalités à destination, puisqu'on sort du cadre voyage, mais vous avez quand même une obligation précontractuelle d'information au sens de la consommation, du droit de la consommation. Donc, on vous conseille également, au moment de la conclusion du contrat, d'inviter vos clients à se renseigner sur les mesures en place à destination, donc en Guadeloupe, pour éviter tout risque de contentieux ou de différend, pour pas qu'on puisse vous reprocher plus tard « Ah mais oui, mais si vous m'aviez informé des mesures sur place, j'aurais pas réservé. » Si vous avez des réservations en ce moment, par exemple, alors j'imagine qu'il y en a très peu, mais admettons qu'il y ait des mesures pour des réservations pour avril ou pour mai ou pour juin. Le décret, il est pour une durée indéterminée, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ces mesures vont s'arrêter, s'il y en aura d'autres qui vont venir les remplacer, qui seront plus ou moins contraignantes. Donc, invitez toujours vos clients à consulter les informations disponibles sur le site officiel du gouvernement sur la destination Guadeloupe avant de réserver. Comme ça, vous êtes défait de votre obligation d'information et on ne pourra pas venir vous reprocher de ne pas avoir alerté parce que on peut imaginer, voilà, on est professionnel, on sait très bien les mesures qui sont à destination aujourd'hui, on imagine que les clients aussi, parce qu'ils font peut-être un minimum de recherche, mais ils se disent peut-être que dans 3 mois, ce ne sera plus le cas. Et donc, du coup, à vous de quand même les prévenir des mesures qui existent aujourd'hui, mais surtout
Pour ne pas avoir à rentrer dans le détail de ce qui est en place aujourd'hui, si vous les renvoyez vers le site du gouvernement et vous les invitez à se tenir informés régulièrement, notamment avant de conclure le contrat et de réserver, là, vous avez rempli votre obligation précontractuelle d'information et on ne peut pas se retourner contre vous plus tard. Alors, la présentation générale est terminée. J'ai repris juste 3 questions qui avaient été posées. Bon, il y en a une qu'on va du coup pas traiter puisque M. Lafont l'a évoqué au tout début sur les aides. Mais j'ai repris 2 questions qui finalement regroupent pas mal de questions qui ont été posées sur le formulaire Google Form avant ce webinaire. Qu'est-ce que je dois faire des acomptes et des soldes perçus? Et ben donc, ça va me permettre de résumer le propos. En cas d'annulation, on peut conserver un acompte et on peut demander le solde si dans vos CGV, il y a bien prévu que c'est un acompte qui est versé. Si ce sont des arts, à ce moment-là, vous pouvez les conserver, sauf s'il y a marqué dans vos CGV que vous les remboursez en cas d'annulation, mais vous ne pouvez pas demander le solde. Mais si l'annulation résulte d'un cas de force majeure, là, vous devez rembourser le client. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, prendre au cas par cas les raisons de l'annulation, la date de réservation, le type de prestation que vous fournissez, et est-ce que oui ou non, on est sur des circonstances extérieures, imprévisibles, irrésistibles pour le client. Deuxième question, quelle est la validité d'un contrat avec une agence de voyage suite à des annulations de ce type? Alors, cette question, elle mériterait peut-être un peu plus de précision si la personne qui l'a posée est parmi nous aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner un peu plus de précision. Je comprends du coup que vous êtes prestataire d'une agence de voyage, donc vous êtes lié par un contrat de partenariat ou un contrat de prestation avec une agence de voyage qui a par exemple vendu votre prestation dans le cadre d'un voyage à forfait. Du coup, normalement, quand c'est comme ça, c'est l'agence de voyage qui doit gérer l'annulation, puisque l'agence de voyage, elle est responsable de plein droit de la bonne exécution de la prestation. Donc, c'est l'agence de voyage qui va gérer toute cette annulation et qui va voir si on est oui ou non en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Donc, le contrat avec l'agence de voyage, il reste valide. Votre contrat de partenariat ou de prestation, il n'est pas impacté, normalement, par le fait qu'il y ait ces annulations-là. En revanche, attention, entre professionnels à ce qu'il y a dans vos contrats. Je m'explique. L'agence de voyage qui va du coup recevoir l'annulation du client et qui va, par exemple, déterminer que ce n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable. Elle va demander, normalement, si elle a bien réalisé ses CGV, elle va demander une indemnisation pour annulation tardive, selon l'échéancier qu'elle aura fixé dans ses CGV. Vous pouvez prévoir dans les contrats prestataires ou partenaires qu'une partie de cette indemnisation-là est reversée au prestataire. Ça dépend vraiment de votre contrat avec l'agence de voyage. Donc, parfois, ce n'est pas prévu, parfois, c'est prévu. Il faut voir, ça, c'est des accords commerciaux. Est-ce qu'en cas d'annulation, si l'agence de voyage prévoit dans ses CGV une indemnisation pour annulation tardive par le client, est-ce qu'elle en reverse une partie au prestataire ou pas? Si ce n'est pas prévu, non. Donc ça, il faut vous arranger entre vous. Si c'est prévu, à ce moment-là, vous pouvez lui demander. Si en revanche, l'agence de voyage considère, et c'est plutôt ce qu'on va conseiller en ce moment, mais ça reste discutable, que le client a annulé pour une raison de circonstances exceptionnelles et inévitables à cause des motifs impérieux et de la septaine, elle va devoir rembourser le client intégralement, auquel cas, vous pouvez prétendre à rien du tout, l'agence de voyage non plus, et voilà, le client est remboursé et c'est tout. Mais la validité de votre contrat avec l'agence de voyage, a priori, n'est pas affectée. Vous pouvez aussi prévoir dans vos contrats entre professionnels ce qu'on appelle une clause d'imprévision. La clause d'imprévision, elle permet de renégocier les termes du contrat entre les parties quand on a des circonstances économiques qui sont imprévues au moment de la conclusion du contrat et qui ne pouvaient pas être acceptées par les parties au moment de la conclusion du contrat, qui viennent complètement modifier l'équilibre économique de ce contrat et qui vont rendre l'exécution préjudiciable, insupportable pour une des parties. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Le code du civil le prévoit, donc finalement, même si ce n'est pas dans votre contrat, il ne faut pas hésiter aussi, quand on est entre professionnels, à essayer de voir si on peut renégocier certaines clauses, si ça devient insupportable pour vous parce que le contrat ne peut plus être exécuté dans de bonnes conditions, parce que ça vous met trop en difficulté. Mais il faut vraiment justifier d'une difficulté, parce que là, l'agence de voyage, elle a les mêmes difficultés que vous. Elle doit rembourser le client, elle a passé du temps,
de l'énergie, il faut faire, défaire, et toutes les prestations sont annulées et elle ne reçoit pas 1 euro. Donc finalement, c'est pour les deux parties que c'est compliqué. Mais a priori, sauf clause très spécifique dans votre contrat, si vous avez bien un contrat, la validité n'est pas affectée. Voilà pour ces deux questions. Sur la question de l'activité, bon là c'était une question d'aide, donc vous avez le lien et le lien vers la CCI qui vous a été donné en début de webinaire. Donc voilà pour les grosses questions finalement en synthétisant qui ont été posées. Alors je regarde un petit peu dans la discussion. Une personne demande si le rapprochement de conjoints est un motif impérieux. Et une autre, que faire si le client a une assurance annulation? D'accord. Alors, le motif impérieux, il faudrait que je regarde dans la liste. Je vais vous dire ça. Il y a les rapprochements, il me semble, familiaux. Je vais vous dire quelles conditions. Tac. Je sors le texte et je reviens vers vous. En attendant, que faire si le client a une assurance annulation? Alors, l'assurance annulation, c'est vrai que c'est un autre sujet. Donc, il faut voir s'il a souscrit via votre intermédiaire ou s'il a souscrit directement de son côté. S'il a souscrit directement de son côté, il faut voir ce que couvre cette assurance annulation. Parce qu'attention, toutes les assurances annulation ne couvrent pas le risque pandémique. Les nouvelles, oui, généralement, via une surprime, mais pas nécessairement. Et ensuite, sur le remboursement des primes, le client, il a un droit de rétractation 14 jours après avoir souscrit son assurance annulation. Donc, il peut éventuellement exercer ce droit de rétractation s'il est dans les 14 jours. Et pour demander le remboursement des primes, c'est plus compliqué parce que justement, ça vient couvrir cet aléa d'annulation. Donc, le contrat, il est rentré en vigueur d'annulation. Donc, on ne peut plus l'annuler. Donc, il ne va pas pouvoir forcément rembourser les primes. En revanche, il faut regarder du coup dans la couverture et dans les exclusions de garantie, si oui ou non, il peut bénéficier d'un remboursement grâce à cette assurance annulation si ça couvre bien. Et si ça couvre bien, à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait un autre remboursement de votre part, puisqu'il aura été indemnisé. Et le principe en droit français, c'est ce qu'on appelle la réparation intégrale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir, le client ne peut pas s'enrichir face à cette situation-là. C'est-à-dire que qu'il soit remboursé intégralement, bien sûr, qui s'enrichissent parce qu'il aura été indemnisé par l'assureur et en plus par le prestataire, non. Alors, attendez, je regarde sur le motif impérieux. Le texte. Est-ce que certains d'entre vous ont des cas, même si ce n'est pas par écrit, éventuellement souhaitent avoir la parole, ont des cas particuliers à nous soumettre ou des expériences à partager? N'hésitez pas, vous avez un petit logo, levez la main, pareil, dans le bandeau du bas. N'hésitez pas à solliciter pour qu'on vous ouvre le micro. Parce que pour l'instant, dans les textes, moi, ce que j'avais vu, la visite à famille n'est pas un motif impérieux, ça c'est sûr. Après, il y a le rapprochement familial lorsqu'on est sur des personnes qui sont en célibat géographique, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas avec leurs enfants mineurs ou en rapprochement familial. Donc, a priori, je pense que le rapprochement familial, ça peut jouer. Il faudrait que je retrouve exactement le texte, mais je sais que je l'avais vu. Je l'avais vu passer, le rapprochement familial. Donc, la visite à la famille, non. Mais le rapprochement familial, oui. Donc, il va falloir justifier le lien. Donc, par exemple, époux, épouse ou garde d'enfants pour pouvoir justifier qu'on est bien sur un rapprochement familial et pas juste sur une visite à un membre de la famille. Je suppose que le conjoint qui veut rejoindre son mari ou son épouse sur son lieu de vacances, ce n'est pas considéré comme un rapprochement familial. Ça, c'est pas possible, malheureusement. De toute façon, c'est simple, hein, tout ce qui est attrait au tourisme et au loisir et au repos, c'est non. Ça, c'est pas possible. On n'a pas le droit. Donc, il faut vraiment rentrer dans des catégories extrêmement spécifiques, dans des cas limitativement énumérés, assez stricts. Si je résume un petit peu vos propos, ce que vous nous avez présenté, les prestataires ont intérêt effectivement à proposer, d'abord proposer un avoir, mais qui n'est pas, comme ça l'avait été à l'occasion du premier confinement,
une obligation et un droit du professionnel. C'est Absolument. une proposition commerciale. Cet Absolument. avoir, il doit être limité dans le temps, forcément. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières à la notion d'avoir? Non, il faut que le client soit d'accord. Donc, après, il ne faut pas qu'il soit trop long, parce qu'encore une fois, on est face à un client consommateur, donc il ne faut pas que ce soit trop préjudiciable. Donc, vous voyez, 18 mois, par exemple, c'est particulièrement long. Pourquoi je dis ça? Parce que quand la France a adopté cette ordonnance 2020-315, avec cet avoir de 18 mois, la Commission européenne a lancé une enquête et une procédure d'infraction de la France en considérant que l'avoir était trop long et que du coup, c'était trop néfaste aux droits du consommateur. Donc attention quand même à ne pas prévoir un avoir de 2 ans. Je dirais pas plus d'1 an. Après, si on est 6 mois, 1 an ou un report sur l'année prochaine, c'est tout à fait acceptable. Surtout que, vu le contexte, on ne peut clairement pas reporter dans 3 mois. Enfin, c'est beaucoup trop incertain. Donc après, ça se justifie de prévoir un avoir ou un report à beaucoup plus long terme. Mais attention, je pense pas dépasser 1 an, c'est mieux. En tout cas, éviter. Donc, c'est un avoir formalisé par écrit qui précise bien le type de prestation et le montant de l'avoir. Absolument. Il doit être accepté par écrit. Accepté par écrit, toujours. Il faut toujours que, effectivement, on ait l'accord du client par écrit pour que vous puissiez démontrer que vous avez bien obtenu son accord. Et si on est sur un report, on conseille de conclure un nouveau contrat ou un avenant, mais un nouveau contrat, c'est mieux, qui reformalise tout avec exactement les mêmes données qu'il y avait sur le premier, mais pour la prochaine date, si vous êtes sur un report. Et l'avoir, alors, dans le cadre de l'ordonnance 2020-315, l'avoir devait être suivi dans les 3 mois d'une proposition de voyage de substitution ou de prestation de substitution. Donc pareil, un avoir, dans l'idéal, il faut pouvoir quand même proposer au client une prestation de substitution pas trop longtemps après avoir émis l'avoir. Après, là, on sort du cadre de l'ordonnance, donc c'est beaucoup plus libre. Et c'est aussi au client de venir réserver à nouveau chez vous. S'il ne le fait pas, il perd l'avoir et tant pis pour lui. Donc, mais si vous voulez être extrêmement diligent, l'idéal aussi, pour être sûr que tout se passe bien, c'est éventuellement de proposer une prestation de substitution. Comme ça, vous reformalisez un contrat. Et voilà, il n'y a pas de difficulté. Et on repart sur l'application standard. Donc, s'il annule à nouveau, bah, vous allez pouvoir peut-être à ce moment-là garder la compte, etc. Et on revient sur le schéma initial. Alors, je vois qu'on a d'autres questions. On a une question sur les agents commerciaux indépendants. Qui nous demande oui, enfin, je vous laisse la réponse, mais on nous demande si les agents commerciaux indépendants sont censés être inscrits comme agence de voyage. Alors, ça dépend de l'activité. Commerciaux indépendants, est-ce que ça veut dire que, par exemple, c'est apporteur d'affaires, en fait? Je pense qu'on parle des guichets qui sont dans les lieux de fréquentation touristique qui revendent des prestations d'excursion ou de loisirs. Oui, à partir du moment où vous vendez ou offrez à la vente, et donc cette notion d'offrir à la vente, encore une fois, est floue, mais à partir du moment où on peut acheter via soit votre interface, votre site internet ou au comptoir, des prestations touristiques qui ne sont pas produites par votre structure ou par vous-même, indépendant, à ce moment-là, on vous assimile à un agent de voyage et donc il faudrait être immatriculé et respecter toutes les obligations du Code du tourisme, notamment sur l'information précontractuelle et contractuelle. Donc c'est un régime qui est assez lourd, hein, ça c'est sûr, c'est très contraignant. Il faut une responsabilité civile professionnelle qui couvre cette activité et une garantie financière pour pouvoir être inscrit à Atout France et s'immatriculer. Mais oui, si vous revendez des prestations, des services de voyage ou services touristiques que vous ne produisez pas vous-même, on vous assimile à un agent de voyage. Et c'est assez sévère, mais on ne distingue pas finalement selon le montant des prestations. C'est-à-dire que ce soit des visites guidées à 4 € ou que ce soit des hébergements et des locations de véhicules, on va considérer qu'il faut s'immatriculer de la même manière. Et c'est vous qui êtes responsable du coup de plein droit de la bonne exécution de ces prestations avec un recours contre le prestataire qui aurait mal effectué la prestation. Et ça, il faut aussi, enfin, c'est assez méconnu parce que souvent, nous, quand on nous contacte, avocats, on nous dit, bah non, je comprends pas, moi, je vends pas de forfait. Je vends pas de forfait, donc je devrais pas être immatriculée, je suis pas agent de voyage.
Et en fait, le Code du tourisme, ce n'est pas ce qu'il nous dit. Il ne nous dit pas que pour être immatriculé à Tout France, que pour vendre des prestations, des forfaits, il faut être immatriculé. Il nous dit, pour vendre aussi des services touristiques non produits, il faut être immatriculé. Ce n'est pas limité au forfait, contrairement à ce qu'on pense souvent, parce qu'on assimile beaucoup l'activité d'agent de voyage à la vente de forfaits touristiques. Mais il n'y a pas que ça. Une précision, parce que nous, c'est un cas qu'on a rencontré au niveau de l'Office du tourisme, donc on est immatriculé. Oui. Le fait de vendre pour le compte d'un tiers Oui. n'exclut pas l'obligation d'avoir, même si on encaisse pour un tiers, oui. C'est le vendeur, quel qu'il soit, qui est responsable. Et oui, c'est-à-dire que même si vous êtes ce qu'on appelle généralement intermédiaire transparent, c'est-à-dire que vous n'encaissez pas les fonds et vous ne percevez aucune commission, vous n'êtes pas intéressé à la vente, aujourd'hui, enfin depuis 2018, puisque le code a un peu changé, on ne distingue pas. Donc on considère que vous offrez à la vente des prestations touristiques que vous ne produisez pas vous-même et donc vous êtes le vendeur. Donc c'est très sévère, c'est très très sévère. Je ne suis pas porteuse de très bonnes nouvelles aujourd'hui, mais c'est très sévère. Donc, si je suis la logique, hein, donc on propose l'avoir. Si l'avoir n'est pas accepté, enfin, quoi qu'il en soit, avant tout, compte tenu de ce que vous avez dit, favoriser le dialogue avec le client. Toujours. Avant d'aller au litige, sachant que si ça doit aller au litige, vous nous avez apporté les précisions, notamment sur les notions d'acompte, d'art, de conditions générales de vente, de mise à disposition de ces conditions générales de vente, qui précisent notamment les conditions d'annulation. Oui. C'est des choses en cas de litige que les juges vont regarder très précisément, tout à fait. avec, si je vous ai bien écouté, une vision plutôt favorable aux consommateurs. Absolument. En fait, il faut se dire que les litiges, parce qu'on en a déjà maintenant, alors c'est des litiges de 2020, sur des annulations de 2020, mais les litiges qu'on a aujourd'hui, par exemple, au cabinet, moi, ce que je dis toujours aux clients, c'est que c'est à la fois du droit, évidemment, donc ça va être ce que vous avez mis dans vos CGV, et c'est beaucoup de faits aussi. Et le fait, c'est justement quand le contrat a été conclu, donc quel type de prestations vous fournissez. Donc en fait, c'est vraiment un mix parfait entre les éléments factuels et le juridique. Mais si vous n'avez rien dans vos CGV et si le juridique est nul, de toutes les manières, on ne pourra pas aller bien loin. Si en revanche, vous avez des conditions générales de vente qui sont propres, qui sont claires et où vous avez prévu et vous vous êtes protégé, donc vous avez prévu la possibilité de retenir un acompte et le solde ou des arts, par exemple, ou un échéancier d'annulation. Là, après, on va aller plus loin dans le fait pour voir si oui ou non on est en force majeure ou circonstances exceptionnelles inévitables selon le cas. Et là, ça va être du débat, certes un peu juridique sur ces notions juridiques, mais aussi sur les notions factuelles, comment le client a réservé, est-ce qu'il avait conscience, est-ce qu'il a été informé aussi de ce risque-là et qu'il a quand même décidé de réserver. Vous voyez, tous ces éléments-là vont être pris en compte et pour monter un dossier, si jamais il faut monter un dossier. Mais on va quand même le plus possible éviter d'avoir à monter un dossier et pour ça, il faut évidemment, c'est une évidence, mais favoriser le dialogue avec le client pour trouver une solution, notamment de report ou d'avoir. Un avoir valable suffisamment longtemps pour que le client se dise qu'il pourra l'utiliser et se dire que peut-être qu'à l'expiration de l'avoir, si par exemple il n'a effectivement pas pu réserver une prestation de substitution parce que les conditions demeurent, là peut-être le rembourser par exemple. Ça peut être quelque chose qui le rassure. S'il sait que, in fine, après l'expiration de l'avoir, il sera remboursé, ça va peut-être l'inciter. Il se dit, tant pis, j'ai perdu les sommes pendant peut-être 1 an, mais comme il sait qu'il a quand même envie de revenir et que ses vacances en Guadeloupe, il les attendait depuis longtemps, c'est acceptable. C'est un délai avant d'être remboursé, mais il sait qu'au final, il sera quand même remboursé. Ça peut se faire comme ça. Il y en a beaucoup qui acceptent quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Si vous avez eu des cas auxquels vous êtes confrontés présentement, vraiment, je suis là pour ça, donc profitez-en. Il y a Madame Cadreau qui a demandé la parole, qui a levé la main en tout cas. Madame Cadreau, je vous ai ouvert le micro si vous. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette présentation qui est très très importante, surtout en ce moment. Et en fait, je voulais savoir si ce support, nous allons le recevoir et si nous avons l'occasion après de vous faire parvenir des cas un peu plus délicats que nous aurions eu après. Mais je pense que tout a été géré depuis 1 an. On a eu beaucoup de reports. Mais comme les motifs impayés ont été rétablis,
aujourd'hui, les clients demandent est-ce que je peux accepter une année supplémentaire ou rallonger la période d'un an, puisque ils ne savent toujours pas s'ils pourront voyager au mois de juin. Donc, en fait, il y a eu un avoir qui a été mis en application de l'ordonnance. Tout à fait. D'accord, donc d'une durée de 18 mois, et ils se disent qu'ils ne vont pas pouvoir partir dans ces 18 mois-là, ils voudraient rallonger. Tout à fait. D'accord. Alors, l'ordonnance, elle prévoit qu'à l'issue du délai de 18 mois, s'il n'y a pas de report, il faut rembourser dans un délai de 14 jours. Donc, dans ce cas-là, pour faire les choses proprement et pour vous protéger, Oui. il faudrait conclure, par exemple, un nouveau contrat, s'ils sont d'accord, avec une date, et puis un nouvel avoir. Ou alors, tout simplement, conclure un nouvel avoir, conclure un nouvel avoir. Mais en tout cas, il faut un document dans lequel le client accepte expressément de prolonger cet avoir-là parce que, si vous voulez, eux, ils sont en droit à l'issue des 18 mois de vous demander le remboursement dans les 14 jours. Donc, il faut absolument qu'il n'y ait aucun doute et que ce soit non équivoque sur le fait qu'ils acceptent de prolonger. Ou alors, moi, je trouve ça plus prudent de prévoir un nouvel avoir plutôt qu'une prolongation. C'est-à-dire que vous indiquez que la structure est d'accord pour rembourser, mais que le client préfère et souhaite prolonger ou conclure un nouvel avoir puisqu'il entend reporter sa prestation. Et dans ce cas-là, il faut un nouveau document qui reprendrait tout ça en préambule. Comme ça, en préambule, vous remettez tout le contexte. Il y a eu un premier avoir en application de l'ordonnance 2020-315. L'avoir va expirer, va arriver à son terme. Compte tenu des circonstances et notamment de l'imposition d'un motif impérieux et d'une septaine à l'arrivée sur le territoire en Guadeloupe, les clients ne pensent pas pouvoir reporter leurs prestations dans le délai de 18 mois initialement prévu. Dans ce contexte, les parties se sont mis d'accord pour convenir d'un nouveau report et d'un nouvel avoir d'une durée, par exemple, d'un an ou de 6 mois à compter de telle date. Et signature impérative de toutes les parties. Très bien. Et pour la deuxième partie de la question, on vous fera parvenir sur vos adresses mail par lesquelles vous vous êtes inscrit au webinaire un lien pour partager le support et également visionner cette présentation en replay sur YouTube. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou par écrit ou... On a Emmanuel Bréchot qui nous fait part, qui est là. Alors, on sort un peu du cadre, mais bon, si ça peut servir. Monsieur Bréchot a eu un retour des impôts quant à l'aide de décembre qui n'a pas été versée. Monsieur Bréchot, si vous voulez prendre la parole. Ah oui, je vois qu'il lève la main. Allez-y, monsieur Bréchot, on vous écoute. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, juste pour faire un petit retour que j'ai eu des impôts, j'ai bien eu les aides pour octobre et novembre, sans souci, réglées quasiment dans la semaine après la demande. Et pour décembre, j'ai procédé de la même manière, à savoir que j'ai entré mon chiffre d'affaires de décembre 2019 et le chiffre d'affaires de décembre 2020. J'ai fait ça le 17 janvier et au 12 février, j'avais toujours pas de retour. J'ai eu les impôts au téléphone. En fait, la dame m'a expliqué qu'il y avait eu beaucoup d'abus, donc maintenant, il valide manuellement les aides. Le truc, c'est qu'ils prennent le chiffre d'affaires sur l'année 2019, ils le divisent par 12, ce qui n'est pas vraiment logique puisqu'on est en saison, mais c'est comme ça. Du coup, comme le montant que j'avais entré pour décembre 2019 était supérieur à la moyenne du chiffre d'affaires mensuel sur l'année 2019, l'aide a été refusée. Elle m'a ensuite expliqué qu'il fallait que je refasse une nouvelle demande pour décembre en indiquant le chiffre d'affaires moyen 2019 et que ce serait ensuite validé. Bon, ça fait 10 jours maintenant, j'ai toujours rien, mais voilà un petit peu ce qu'on m'a expliqué. A priori, ça doit être contestable. Alors, ceux qui en ont besoin très rapidement ont peut-être intérêt à faire ce procédé-là, puis ensuite contester. Mais il faut pouvoir justifier du chiffre d'affaires mois par mois. D'accord. Alors, j'insiste, merci pour ce témoignage. J'insiste vraiment. Maître, si vous pouvez cesser le partage, je vais repartager les coordonnées du guichet unique
parce qu'ils sont, tous les services de l'État sont quasiment injoignables. Par contre, eux ont une porte d'entrée avec eux et ont rencontré pas mal de cas particuliers et ils sont capables aussi de s'adresser à ces services-là pour faire part de cas particuliers de difficultés. Donc, je vous repartage les coordonnées. N'hésitez pas, ils sont très sollicités eux également, mais la CCI a mis en place un gros pool dans son équipe pour pouvoir répondre aux différentes demandes. Je vous laisse prendre note. Pendant ce temps-là, écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations par rapport au thème de ce webinaire? S'il y a quoi que ce soit à clarifier aussi, hein, n'hésitez pas, parce que c'est beaucoup d'informations et on n'a pas, en plus, comme malheureusement, je préfère faire des webinaires où j'ai des réponses fermes. Là, ce n'est pas le cas, donc il y a beaucoup de notions. Donc, si vous avez la moindre question, vraiment, n'hésitez pas, 1 seconde. Ça fait beaucoup d'infos à digérer. Claude Clouzoé, je vous renvoie vers le lien vers le guichet unique pour rapport à votre question sur les aides pour les loueurs en meublé non professionnel. On n'aura pas la réponse ici précisément. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, il me reste à remercier Maître Rezlan pour sa présentation. Je répète, nous vous partagerons le replay du webinaire et le support. On y joindra également les coordonnées du guichet unique entreprise de la CCIG. Nous serons en train de travailler sur un programme de webinaire, sachant que notre saison s'est arrêtée beaucoup plus tôt et que nous avons les uns et les autres quelques mois pour réfléchir à ce type de sujet ou autre au service de la destination de nos prestations et de nos clients. Nous sommes en train de travailler sur un programme de webinaire d'ici au mois de novembre sur différentes thématiques qu'on sera en mesure de vous communiquer, je pense, en tout cas sur lesquels on sera en mesure de vous interroger d'ici une quinzaine de jours afin de vous proposer des interventions sur des thématiques qui vous sont utiles, qui pourraient vous être utiles dans vos activités. Voilà. Je vous remercie de votre participation. Merci, Maître. Merci. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, comme ça a été le cas là, pour certains qui ont amené l'organisation de ce webinaire, pour nous faire part de sujets sur lesquels on pourra organiser des interventions comme aujourd'hui au bénéfice de tout le monde. Merci à tous et très bonne journée.